Alors, donc nous allons parler, en tout cas nous poser la question de PLFSS, quel atterrissage. Je pense que sans surprise, on n'aura pas une réponse à la fin de ces 3 quarts d'heure. Ça va être, puisque comme l'a dit Philippe Besset, on est en plein milieu des discussions parlementaires. Peut-être pour revenir, donc présenter début octobre maintenant, le PLFSS 2025 arrive en première lecture au Sénat la semaine prochaine. Un budget de paramètres, pas de réforme, comme l'avait indiqué Laurent Saint-Martin, ministre chargé du budget et des comptes publics, lors de sa présentation au début octobre. Un texte qui a connu un parcours un peu chaotique à l'Assemblée, après le rejet du texte en commission des affaires sociales, puis échec du vote dans les temps impartis en séance plénière. Le gouvernement a donc remis au Sénat une version amendée en partie, qui a elle-même été discutée en commission des affaires sociales ces derniers jours. Elle sera débattue en plénière à partir de lundi. D'ores et déjà, les sénateurs sont revenus sur certaines dispositions. La ministre parlait de l'article 15 et de l'article 16 qui ont justement été revus cette semaine. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous allons essayer d'aborder justement le positionnement de ce PLFSS dans la politique de santé et de revenir sur les mesures phares, les lignes rouges. Aussi bien, on va regarder le texte initial que les amendements qui ont été débattus, qui ont été retenus, enlevés, étant donné qu'on n'est pas tellement à l'abri de surprises dans les prochaines semaines. Je vous propose du coup de commencer par un premier tour de table et de peut-être donner la parole déjà à Yannick Noder. Vous êtes rapporteur général du texte à l'Assemblée. Entre le rejet en commission, l'examen inabouti du texte dans l'hémicycle, comment analysez-vous cet échec, ce parcours chaotique? Bonjour à tous. Alors déjà, c'est pas la première fois. Hein. Déjà l'an passé, je vous rappelle que le texte n'avait pas été adopté en commission, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Après, je pense qu'on est au bout du PLFSS. Pourquoi? Parce que le PLFSS, c'est un exercice de texte budgétaire. Et en fait, on a tous très envie de parler de santé, de prévention, d'organisation, de structuration, que ce soit pour la ville, pour l'hôpital, que ce soit pour le public, que ce soit pour le privé, que ce soit pour le médico-social. Et on veut faire rentrer tout ça dans un texte qui est un texte budgétaire. Donc on a un vrai problème déjà de paradigme, hein, PLFSS qui a été fait depuis 1995, mais qui arrive à ses limites. Et puis deuxième sujet, je pense que on a tous envie de pouvoir avoir une grande loi de programmation santé pour pouvoir envisager la pluriannualité. On le fait sur les lois de programmation militaire, on le fait sur un certain nombre de choses. Et je crois que tout ça crée énormément de frustration parce que tout ça n'est pas pluriannuel, on n'a pas de vision. Et si on veut pouvoir semer pour pouvoir récolter, notamment en santé avec notamment la prévention, eh bien, on ne peut pas avancer. On a commencé à essayer, malgré ce texte budgétaire qu'il faut bien clôturer dans un contexte de déficit et de dette que vous connaissez, il y a des choses, on pourra en revenir, il y a un ONDAM prévention qui permet déjà d'objectiver qu'est-ce qui serait la part de la prévention, et puis après je répondrai au fur et à mesure, mais je pense que déjà le sentiment partagé, quelles que soient les couleurs politiques de l'Assemblée, c'est qu'il nous faut vraiment une loi de programmation pluriannuelle pour pouvoir s'organiser. Et je crois que les professionnels de santé, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux, sont capables de s'organiser. Moi, je crois beaucoup à la confiance, mais en condition qu'on donne, on donne une échelle de temps. Merci. Alors peut-être du coup Lamia El Haraj, vous qui êtes au Parti socialiste, quelle est peut-être votre vision du coup de ce texte? Alors, bonjour à toutes et tous, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Il s'avère que dans la vie, j'ai aussi le défaut d'être pharmacienne, donc autant vous dire que quand Philippe m'a proposé de m'inviter, c'était avec grand plaisir, et par ailleurs aussi ancienne députée de Paris. Moi, je partage les interrogations qui ont été soulevées, à savoir la question du grand loi de programmation en santé. Ça fait maintenant quelques années qu'on en parle, parce que je crois, moi, pour ma part, que le PLFSS n'est pas uniquement un outil budgétaire. Bien sûr que c'est un outil budgétaire, mais un budget
C'est une question de moyens dont on se dote. Et donc, en l'occurrence, l'équilibre entre les recettes et les dépenses n'est pas censé être un objectif politique, mais est censé être un préalable indispensable, d'abord, un, au bon fonctionnement de l'État, deux, à la bonne projection des comptes publics dans les prochaines années, notamment pour donner de la perspective pour les générations à venir et pouvoir nous projeter dans les prochaines années, mais que l'objectif politique est celui de la programmation et de porter une vision en matière de santé. Et que le budget vient servir cette vision et donc donner des perspectives à une ambition politique. C'est à ça que sert un budget et c'est habituellement comme ça qu'on débattait des grandes lois de finances et notamment la loi de financement de la sécurité sociale. Sur ce sujet, il y a d'abord une question qui se pose, c'est quelles sont les ambitions qui sont fixées par le gouvernement actuel et quelle est la perspective qu'il se donne. On a parlé d'une grande loi vieillissement. Bon, on ne va pas avoir le débat aujourd'hui là-dessus. Toujours est-il que la question qui se pose, c'est quelles sont les mesures qui sont portées en faveur du vieillissement. Quel est l'accompagnement proposé pour les EHPAD et les établissements médico-sociaux? Quelles sont les grandes priorités? Le Premier ministre a parlé d'une grande loi de programmation ou d'une grande loi concernant une priorité autour de la santé mentale. Qu'en est-il? Quels sont les moyens qui sont alloués? La situation de l'hôpital public, comment est-ce qu'on accompagne les professionnels de santé libéraux, notamment dans les maillages territoriaux? Tout à l'heure, la ministre, je suis arrivée à la fin de son propos, évoquer la question des déserts médicaux. Je crois qu'aujourd'hui, on peut parler de désert tout court en matière d'accès aux soins. Et donc, par rapport à cela, comment est-ce qu'on corrèle ce constat, qui ne date pas d'aujourd'hui, hein, bien évidemment, à une ambition politique qui se traduit sur le plan numérique? Alors, bien sûr, la question de l'équilibre des comptes sociaux, elle est fondamentale. Mais là aussi, j'ai envie de vous dire, nous sommes en 2024. Nous avons aujourd'hui une majorité, même si elle est relative, ça reste une majorité, qui gouverne le pays depuis 2017. Et je crois qu'il était important de rappeler deux éléments, et sans faire de mauvaise foi, puisque, entre-temps, par ailleurs, le Covid est passé par là, donc je le dis quand même au préalable. En 2017, à la fin du quinquennat de François Hollande, nous avions un déficit du régime général qui était à 400 millions d'euros. Aujourd'hui, on parle en milliards d'euros fin 24, on est aux alentours de 18 milliards d'euros. Donc clairement, il y a eu une dégradation. Et avec des constats qui restent toujours d'actualité. Il y a de ça quelques années, on évoquait déjà les problèmes de déserts médicaux, déjà les interrogations autour de la question du transfert de compétences, déjà la question de l'accompagnement des professionnels de santé libéraux, déjà la question des négociations autour des objectifs conventionnels, déjà les questions relatives au financement de la prévention, déjà, bref, la liste pourrait être extrêmement longue. Donc c'est, je pense, ça le principal échec aujourd'hui qui est constaté. Alors bien sûr, monsieur le rapporteur, vous avez tout à fait raison de l'évoquer. Cette situation ne date pas d'aujourd'hui. L'année dernière déjà, vous aviez effectivement pas vu le PLFSS adopté en commission. Toujours est-il que auparavant, c'est pas tout à fait comme ça que les choses se passaient. Il y avait quand même globalement un travail qui se faisait. Donc force est de constater qu'il y a effectivement, et ça a été évoqué par la ministre, une crise politique, mais il ne faut pas qu'elle se traduise d'abord en crise institutionnelle. Et puis, au-delà de ça, nous avons la responsabilité de donner des perspectives aux professionnels qui, derrière, sont engagés à l'échelle des territoires, sont engagés aux côtés des patients et des usagers du quotidien, et avec des choses qui vont aller en s'aggravant. Je vois notamment, par exemple, sur Paris, nous avons aujourd'hui près de 25% de la population parisienne qui aura, dans les 5 années à venir, plus de 65 ans. Donc les sujets relatifs au vieillissement sont extrêmement importants, à la fois en termes d'impact sanitaire, mais aussi dans les aménagements que nous avons en ville. Le premier EHPAD de France demain, ce sera le parc social parisien. Merci. Alors, donc effectivement, on parle de budget et je vais me tourner vers vous, Thomas Fatome. Par hasard. Donc, on a un ONDAM aujourd'hui qui est limité à 2,8%. Pour la ville, c'est 2%. Quel est un petit peu, voilà, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la vision, la position de l'assurance maladie? Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de cette invitation. Vous l'avez rappelé d'ailleurs, monsieur le Président, la ministre l'a fait également. Ce PLFSS, c'est d'abord pour l'assurance maladie un projet de loi qui s'inscrit dans une situation financière extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Historiquement difficile. La conséquence, ça va être rappelé, des deux crises que nous venons de vivre, pas une seule d'ailleurs, la crise du Covid et la crise de l'inflation, aboutit à une situation, un déficit 2024 supérieur à 14 milliards d'euros.
Et c'est du quasi jamais vu hors crise financière, hors crise sanitaire. Et c'est aussi un PLFSS qui porte un paradoxe, je pense, c'est-à-dire, y compris d'ailleurs de mesures qui ne sont pas législatives sous le contrôle du rapporteur général, de porter des mesures difficiles. Le ministre a eu l'occasion de rappeler d'ailleurs que les discussions n'avaient pas abouti sur les sujets tickets modérateurs, mais des mesures difficiles sur le ticket modérateur, des mesures difficiles sur les arrêts de travail, de baisse du plafond de prise en charge, d'affectation de recettes à l'assurance maladie assez significative. On n'en parle pas beaucoup, et là aussi je parle sous le contrôle du rapporteur général. On mesure que les discussions sont encore en cours sur les sujets d'allègements généraux, mais les économies qui sont faites sur les allègements généraux, c'est 2 milliards d'euros de recettes de plus pour l'assurance maladie en 2025. 2 milliards. Et donc malgré des mesures difficiles en dépenses, malgré une politique de recettes finalement favorable, c'est un déficit qui passerait de 14,6 milliards à 13,4 milliards. Et donc je pense que, et vraiment je ne vais pas le mettre en difficulté, comme je suis comme toujours, comme souvent d'accord avec le président Bessé, ça appelle la mobilisation de tous, parce que c'est certainement pas l'assurance maladie toute seule qui a la solution, certainement pas. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, la mobilisation, et la ministre l'a rappelé, la mobilisation de chacune et de chacun pour faire face à cette difficulté. Comment chaque profession de santé, comment chaque professionnel de santé, et évidemment aussi chaque patient, peut être acteur de se poser la question de savoir comment nous sommes collectivement capables de restaurer la soutenabilité financière de notre système d'assurance maladie, qui est effectivement en danger. Parce que 14 milliards d'euros de déficit par an, l'année dernière, on n'en parle pas beaucoup, on a payé 300 millions d'euros de charges financières. 300 millions d'euros de charges financières. Parce que les taux d'intérêt sont remontés. Et voilà. Donc là, ils sont en train de baisser. Mais comme les déficits vont s'accumuler, cette charge financière, elle va augmenter. Il y a un petit article qui est passé assez inaperçu dans le PLFSS, certainement pas des parlementaires, qui autorise l'ACOS, je parle sous le contrôle d'un ancien directeur général aussi de l'ACOS, aussi ancien directeur général de l'assurance maladie que je salue, qui autorise l'ACOS, et c'est du jamais vu, à emprunter sur une période qui va au-delà d'un an. Au-delà d'un an. Parce que les conditions dans lesquelles, à bout d'un moment, on se finance, quand on a beaucoup de dettes à financer, sur un an, ça finit par être problématique. Donc on est objectivement dans une situation difficile. Alors après, je ne rentre pas dans la discussion du pourquoi, du comment. Le ministre des Comptes publics lui-même a eu l'occasion de dire, et je reprends simplement ses propos, qu'il y avait eu le Ségur, il était nécessaire, il se trouve qu'il n'a pas forcément bénéficié de financement ad hoc. Voilà, ça c'est une façon de voir le sujet. Après, la question qui est, parce que non seulement 13 milliards d'euros, c'est moins 14,6, mais c'est quand même beaucoup, mais quand vous regardez le pluriannuel, il n'est pas très joli, puisqu'il est au-delà de 14 milliards pour les prochaines années. Donc là, voilà, c'est un texte budgétaire par essence. Yannick Todor l'a rappelé. Donc voilà, c'est vrai que je pense que voilà, la question de savoir comment nous faisons face, comment nous mobilisons tous les leviers, petits et grands, on y reviendra peut-être, petits et grands, et comment aussi, j'imagine que le dialogue conventionnel, parmi beaucoup de choses qu'il a à faire en termes de prévention, d'organisation du système de soins, de valorisation des professionnels, comment il peut être aussi un levier. On a construit avec les médecins les programmes de qualité et de pertinence des soins avec les syndicats signataires. On fait beaucoup de choses avec d'autres professions, j'y reviendrai, mais voilà, s'il y avait une chose quand même qui est marquante, c'est la difficulté de la situation financière de l'assurance maladie aujourd'hui. Bien, merci. Alors peut-être, donc on a rappelé donc effectivement la situation budgétaire et le principe du PLFSS. Mais justement, peut-être Sarah De Giovanni, vous pointez aussi quand même un glissement, alors pas forcément sur ce texte-là, mais aussi sur les dernières années dans le PLFSS, de mesures qui relèvent quand même probablement plus du champ conventionnel, ou en tout cas qui sont un petit peu à la limite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Bien sûr, merci. Bonjour à toutes et à tous. En fait, l'impression que me donnent les premiers échanges de cette table ronde, c'est que peut-être on se sent un petit peu à l'étroit dans ce PLFSS, c'est-à-dire qu'effectivement, on a tous envie de parler de santé plus globalement, et en même temps, je rejoins aussi Madame Alarège sur le fait qu'on a besoin de cap budgétaire et qu'il faut que ce sont les moyens en fait dont on a besoin pour réaliser ce qu'on veut faire en termes de santé et dans l'écosystème de santé. Et je pense que c'est là que le bas blesse, c'est qu'on est sur un texte budgétaire qui intègre des éléments on les a déjà cités plusieurs fois, hein, les articles 15, 16 qui devraient relever plutôt du champ conventionnel et donc du coup dans lesquels nous, en tant que syndicat représentatif,
on a du mal à s'y retrouver, on a du mal à naviguer un petit peu là-dedans, parce que nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir des discussions et des négociations sur une base un peu plus équilibrée et plus paritaire. Hein. On est quand même dans un pays dans lequel on a construit un système, la sécurité sociale, qui doit être paritaire, et les discussions doivent se situer dans ce cadre-là pour faire évoluer nos professions, bien sûr. Mais du coup, moi, ce que ça m'évoque, c'est qu'on a du mal, on parle atterrissage du PLFSS, mais on a du mal à savoir déjà d'où on décolle et quels sont nos objectifs, quelle est notre cible, puisqu'en fait, on voit bien qu'il y a une espèce de grand flou dans à la fois les sujets qui peuvent être abordés dans le PLFSS, mais plus globalement dans la stratégie nationale de santé. J'ose employer ces mots. On est censé avoir une stratégie nationale de santé décennale, sur lesquelles on a été plus ou moins concerté, mais qui, dans cette salle, peut citer ne serait-ce que 3 éléments qui font partie de cette stratégie nationale décennale. On ne sait pas bien où se situer par rapport à ça, et je pense que quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et je pense qu'il faut peut-être effectivement se reposer collectivement, et c'est sûrement un travail collectif qu'on doit faire. Je cite Martine Aubry, oui. Un travail qu'on doit collectivement mettre en place pour se poser autour d'une table, et bien évidemment dans l'idée des propositions de notre président tout à l'heure, et pouvoir voilà, se poser public, privé, payeurs, financeurs, décideurs, tutelles, et vraiment aller au bout de ces échanges et pouvoir se mettre d'accord et se mettre au clair sur cette stratégie réellement pour que ce PLFSS voilà, en soit en fait simplement la négociation des moyens purs et durs alloués à cette grande cause. On est quand même on est dans le pays de Pierre Laroque, d'Ambroise Croizat, le droit à la santé, le droit à l'accès aux soins pour toutes et pour tous. Je pense que c'est quelque chose qui nous réunit, et il me semble absolument essentiel qu'on trouve une voie de sortie de ces 13,6 milliards de déficit pour qu'on puisse continuer à donner l'accès aux soins au plus grand nombre. Merci. Alors peut-être Daniel Guilherme pour du côté des infirmiers. Déjà, quelle est un petit peu votre vision de ce PLFSS, et puis finalement, qu'est-ce que les discussions actuelles augurent pour la future loi infirmier qui a été prévue l'année prochaine? Elle est prévue, oui. Annoncée, je ne sais pas, évoquée. Ce que m'invoque ce PLFSS, c'est, enfin, d'abord en propos liminaire, c'est on ne peut pas s'affranchir, en tout cas, du contexte économique dans lequel on est quand on parle budget. Donc, effectivement, aujourd'hui, il ne faut pas demander la lune au PLFSS. Mais ceci dit, ce que je regrette, en fait, mais dans les PLFSS successifs, c'est leur manque de cohérence parfois. Et à partir du moment où quelque chose n'est pas cohérent, c'est peu lisible. Et quand c'est peu lisible, eh ben effectivement, vous avez en fait des déceptions derrière, bien souvent. Alors, première déception en fait sur ce PLFSS, mais je le replace dans le contexte, hein, c'est que on donne le sentiment, par exemple, de s'attaquer à la prévention, même si des choses ont déjà été faites, mais je ne pense pas que dans le PLFSS qui est en discussion, que des mesures comme les taxes comportementales, par exemple, taxes sur le soda, etc., sont des leviers de prévention suffisants. On le sait tous, hein, le plus gros levier de prévention, c'est la norme sociale. Donc il faut travailler sur la norme sociale. Donc mettre des taxes, en fait, dans le cadre du PLFSS, moi, ça me paraît, en fait, voilà, pas très cohérent. Deuxième chose, c'est que on nous parle, nous, de coordination, et moi je préfère parler de mise en synergie, en fait, des acteurs du système. On a un ONDAM de ville et un ONDAM établissement. Il n'y a pas de fongibilité des enveloppes. On n'a pas de mesure de transfert de charges, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez deux secteurs qui se tirent la bourre. Passez-moi l'expression, vous avez l'hôpital d'un côté et vous avez le secteur de ville de l'autre, en se disant il faut qu'on ait plus que le voisin parce que ceci, parce que cela. Donc je pense que dans la construction, en tout cas, y compris dans la pluriannualité, il faudrait mettre ce qui avait été mis dans la loi de 2009, la loi HPST, au niveau du secteur médico-social. On avait eu une fongibilité asymétrique des enveloppes à l'époque.
du secteur sanitaire vers le secteur médico-social. Si on mettait plus de fongibilité aujourd'hui entre la ville, l'enveloppe de ville et l'enveloppe d'hôpital, on mettrait peut-être plus les acteurs en synergie. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est la vision, en fait, de la, sans que ce soit péjoratif, technostructure sur le système de santé. Moi, je pense qu'il faut reformater les logiciels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où on a un défi majeur à relever, qui est le vieillissement de la population et la transition démographique. Je regarde le PLFSS, la seule mesure, en tout cas personne âgée que je vois aujourd'hui, c'est les 500 millions d'euros alloués aux établissements en difficulté, création d'un fonds d'urgence de 500 millions d'euros pour les établissements. Si je prends l'étude de l'adresse de ce matin, elle a été publiée ce matin, ce que nous dit l'adresse, c'est que en 2022, parmi les 18 millions de 60 ans et plus, 16,7 millions vivent à leur domicile. Et dans ces 16,7 millions qui vivent à leur domicile, vous en avez entre 3 et 8% en perte d'autonomie. Si aujourd'hui, si demain, on ne se donne pas les moyens, effectivement, de régler ce problème-là, dans 10 ans, dans 20 ans, on sera à 50, 60 milliards de déficit au niveau de la sécurité sociale. Je pense qu'il faut absolument prendre la mesure du défi qu'on a relevé, sinon on ne s'en sortira pas. Donc, reconstruction, effectivement, ou en tout cas, déconstruction du PLFSS tel qu'il est aujourd'hui discuté, et reconstruction de quelque chose qui prenne en charge les vrais défis. Dernière chose, monsieur le rapporteur général, cher Yannick, je ne suis pas de ceux qui sautent comme des capris quand ils voient un amendement rapport aboutir à un article 15 quinquis qui nous disent qu'on va étudier l'opportunité d'indexer les tarifs infirmiers sur l'inflation. Je ne saute pas de joie parce qu'en fait, ce n'est pas de ça dont on a besoin. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'une vraie loi infirmière qui prenne en compte les compétences actuelles des infirmières et leur participation dans les gains de temps médical utiles qui sont aujourd'hui, en fait, en tout cas, demandés de partout. Merci. Merci. Alors, du coup, Franck de Wilder, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez signé la convention médicale il y a tout juste 6 mois. Il était question de choc d'attractivité, de simplification, de qualité, de pertinence. Alors, que vous inspire ce PLFSS? Un manque d'ambition. Un manque d'ambition, réellement. J'entendais notre ministre avec qui j'ai passé ma journée, puisqu'on était reçu dans son bureau ce matin à 9h, avant qu'elle rejoigne le congrès du Conseil de l'Ordre des médecins est ici. Donc je ne sais pas ce qu'on a ce soir de prévu ensemble, mais on a passé notre journée ensemble. Et elle disait tout à l'heure, finalement, qu'il fallait regarder loin. Je pense que c'est ça le manque d'ambition. C'est qu'il nous faut regarder loin, et ce qui n'est pas facile, en même temps agir vite. Pourquoi? Parce que, et j'accuse pas mes deux voisins de droite et de gauche, ni celles et ceux qui les ont précédés dans leur fonction d'élus, mais parce qu'on n'a pas pris la mesure des différentes transitions qui allaient toucher la population française, qui touchent les pays qui nous entourent. On manque de 30 millions de soignants dans le monde. En 2 générations, la population mondiale a quasiment doublé. Mais après tout, on est en France, on est professionnel de santé en France, vous êtes élu de la nation, et regardons, commençons par... D'autres l'ont fait. D'autres l'ont fait, de prendre en compte, je prends le modèle danois. Je suis très intéressé par l'évolution du modèle danois. Le Danemark, en 20 ans, a pris 6 mesures. Mais parlons de 3 mesures principales. 1, et la ministre en parlait, l'importance du territoire, avec 3 niveaux de responsabilité. L'État qui doit assurer à chacun des concitoyens, on en est loin. C'est un des soucis que le Danemark n'a pas réussi à résoudre. Petite ville, ils sont 6 millions. Mais un égal accès aux soins avec des critères de qualité et de pertinence à peu près homogènes sur le territoire. Un échelon régional, région danoise, la région Grand Est, je suis rémois comme vous le savez, la région Grand Est c'est peuplé autant que le Danemark. Un échelon régional où on va mettre l'accent sur la prévention et des prises en charge particulières, et puis un échelon plus local, c'est exactement ce que disait le ministre tout à l'heure, finalement, quelle est la population qui nous entoure dans un territoire donné, et on met autour de la table les patients, les élus, les professionnels de santé, du public, du privé, de tout métier, et maintenant comment on fait?
Et on connaît l'évolution des populations. On sait très bien, on connaît les mouvements de population. Et ça on n'en a pas pris la mesure. Et ben, en 20 ans, le Danemark a pris comme décision de dire, je mets la médecine libérale. La médecine libérale, ce n'est pas que les médecins. Je mets la médecine libérale au cœur de notre système de santé, parce que la porte d'entrée, et c'est ça le choc d'attractivité, la porte d'entrée de notre système de santé, c'est la médecine libérale. Chacun d'entre nous, quand il a un problème de santé, où va-t-il? Où va-t-il? Et arrêtons de nous dire qu'il va aux urgences. Il y a 50 000 passages aux urgences par jour en France, et ça a diminué de 5% sur ces 2 dernières années. Et on peut faire mieux. Les Danois ont fait 10 fois mieux en régulant le passage aux urgences. Et il y a 2 millions de consultations chez les médecins en libéral. Et je passe sous silence le nombre de passages en pharmacie. Ils ont fait ça en 20 ans. Ils ont diminué par 3 le nombre de structures hospitalières. Ils ont diminué par 3 le nombre de structures hospitalières publiques en particulier. On n'en a pas trop? Moi, je pense que si. Beaucoup, beaucoup trop. Beaucoup trop, et qui ne sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas les moyens de répondre à la demande. Alors, est-ce que ce PLFSS répond à cette ambition-là? Non. Est-ce que ce PLFSS répond à ce choc d'attractivité? Je ne le crois pas. Mais je pense que la mécanique même d'un PLFSS annuel ne peut pas répondre dans son modèle, dans sa construction. Mettons en place des plans, une loi, une évolution qui doit répondre donc à 2 facteurs. Agir vite, parce que, et c'est ce que me disait Geneviève Darrieussecq dans son bureau ce matin, en me disant, j'ai fait un déplacement dans la Creuse il y a 8 jours. Ben, dans la Creuse, c'est ce qu'elle disait ce matin, il y a des endroits où les gens qui y vivent n'ont pas vu un médecin généraliste depuis longtemps, longtemps, longtemps. Ça se compte en années. Comment on fait pour avoir une vision gaullienne? Je ne fais pas de la politique. Gaullienne, à mes yeux, c'est pas le gaullisme, c'est la politique. Gaullienne, c'est regarder ce qu'on fait dans 10 ans, 15 ans, 20 ans. Parce que les choses vont s'aggraver. Prenez l'atlas du Conseil de l'ordre des médecins qui a été publié il y a un mois. À la 3 ou 4e page, moi, il y a une carte qui a retenu mon attention, où travaillent public et privé les médecins de plus de 60 ans dans ce que le Conseil de l'ordre appelle la diagonale du vide, ce qui va des Ardennes jusqu'au Périgord, où travaillent public et privé les médecins de moins de 40 ans sur la côte atlantique et les côtes de la Manche, plus qu'en Méditerranée. C'est là où ils sont. Donc on voit bien où vont se situer la problématique de demain, mais demain rapidement, plus de 60 ans, dans les 5 à 7 ans ou 8 ans qui viennent, ils ne seront plus là, ces gens-là. Et donc je pense que, alors je rejoins ce que disait Sarah sur ces articles 15 et 16, on s'en est suffisamment exprimé, et mon cher Thomas, la ministre a ouvert 2 pistes, et j'ai pas oublié les 2 pistes qu'elle a dit tout à l'heure, donc je pense qu'on va travailler sur ces 2 pistes, parce qu'ils ne peuvent pas être coercitifs, et le principe du dialogue conventionnel, c'est la discussion conventionnelle, et je pense qu'on s'enrichit de cette façon de penser. Évidemment, je balaye d'un revers de main celles et ceux du groupe transpartisan qui, je pense qu'ils ont enfin appris le copier-coller sur un ordinateur, que c'est tous les 6 mois les mêmes, à commencer par M. Garot. On avait eu un échange un peu vif il y a quelques mois lors du PLFSS de l'an dernier. Sur ce sujet-là, on reprend les mêmes, on recommence et on dit « je supprime qui la liberté d'installation ». Soyons clairs, aussi, on considère que je suis un peu atypique à la présidence de la CSMF. Je l'assume. Pourquoi je dis que je suis un peu atypique? Parce que je suis de ceux qui pensent que les professions de santé, les médecins, les pharmaciens, nous devrions réfléchir aux outils d'une meilleure régulation qui doit conduire à un accès aux soins également réparti. Je ne suis pas en train de dire on fait ce qu'on veut, le libéral c'est le droit à tout, on travaille quand on veut, où on veut, on participe ou pas à la permanence des soins, je m'installe comme je veux, je fais ce que je veux. Parce qu'on est dans un état de droit. Si on parlait pas santé, si on parlait école, comment réagirions-nous, les parents et les grands-parents qui sont dans cette salle, si demain on refusait l'accès à une école au prétexte que le 21e enfant, c'est un enfant de trop dans une classe? Comment réagirait-on? Eh bien, mon raisonnement, il est la même chose, et je pense, et je le disais à la ministre ce matin dans son bureau, vous savez que s'ouvre là, aujourd'hui, le congrès du Conseil national de l'ordre des médecins. Ma première rencontre avec son président François Arnault s'est faite sur cette thématique en disant « Tu ne penses pas qu'on devrait s'occuper d'une réflexion, je ne donne pas de piste, d'une réflexion sur... On a, je pense, une véritable responsabilité, y compris une responsabilité populationnelle. Mais je pense que dans ce PLFSS, il manque de choses. J'en parlais à la ministre, elle me dit je retiens vos propos et vos réflexions sur une nécessaire universitarisation de notre territoire pour les professions de santé, entre autres pour les professions médicales. C'est pas une idée d'hier.
1995, le président Chirac met en place le Haut Conseil de la réforme hospitalière. Vous chercherez pourquoi. Je connais par cœur ce truc-là, mais je le connais par cœur. Dans les 30 ou 40 propositions qui sont faites, il y en a une qui n'est jamais retenue. 1995. Celle qui n'est jamais retenue, c'est d'aller vers une universitarisation, c'est-à-dire d'aller créer des communautés hospitalo-universitaires et libérales de territoire. Autant, je m'étonne, ça fait plaisir à Stéphanie Ries, qui est un CHU à Orléans, ça fait plaisir à mes confrères de la région Centre, qui est un CHU à Orléans. Mais un universitaire, ça doit répondre à 3 fonctions, enseignement, recherche et soins. Ils ont les mêmes difficultés de recrutement. Donc le CHU d'Orléans, il ne va pas répondre à ces 3 valeurs-là. C'est pas vrai. Ils n'y arriveront pas, parce qu'ils n'auront pas les bras, finalement. En revanche, dans la région Centre, une de mes filles qui vit à Bourges, faire de la ville de Bourges un endroit où on peut aussi former des étudiants en médecine avec l'aide de l'hôpital, de la clinique, des médecins qui y travaillent, des libéraux, des médecins de cabinet, et puis de permettre par une mobilité qu'ils aillent de temps en temps sur les CHU pivots, puis de temps en temps en interchu, puis de temps en temps faire une mobilité à l'étranger. Pourquoi je dis ça? Parce que vous avez vu comme moi aussi Daniel, de temps en temps je lis le matin, et j'ai vu qu'il y avait une enquête INSEE qui avait été publiée ce matin disant que 43% des médecins, je présume que c'est pareil dans les autres professions, s'installent à moins de 50 km du territoire où ils ont été formés. Ça, c'est une... D'accord. Mais ça devrait figurer dans le PLFSS maintenant. Ça urge, si j'ose dire. Ça urge vraiment. J'ai demandé à les ministres ce matin, j'en ai fait un communiqué récemment, que, je parle toujours des médecins, parce que finalement c'est mon cœur de métier, qu'à l'instar de ce qui se passe en médecine générale, dans la maquette de formation d'un médecin spécialiste de toute spécialité, il y ait 2 stages, comme les généralistes, 2 stages obligatoires en ville. C'est quand même très particulier. J'ai 5 gamins, moi. Il y a un petit qui a 10 ans, c'est mon dernier espoir pour faire médecine. Parce que les autres n'ont pas fait médecine. Mais je me rattrape parce que le 3e, ça y est, sa copine est interne en gériatrie, ce qui fait rire le petit en me disant, je pense que ça pourra te servir un jour. Et que le jour arrive. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il est taquin comme son père. Mais bon, c'est comme ça. Mais ils ont fait des études de droit, des études dans d'autres domaines d'économie, de commerce. Là, c'est assez surprenant. Quand vous êtes le parent de ces enfants-là, en fin de première année d'études, on vous dit qu'il faut trouver un stage en entreprise. Dans nos professions de santé, c'est pas ça. On est formé devant les murs épais des écoles, des facultés, des machins, on n'en sort jamais. On n'est pas là pour former des médecins hospitaliers, on est là pour former des médecins au service de la population. Et dernier point, parce que je vois que le temps presse, ce qui manque avec plus d'énergie dans ce PLFSS, et le Premier ministre en a parlé dans sa déclaration de politique générale, c'est le coup de pouce pour, c'est ça le choc d'attractivité, comment on attire les plus jeunes et comment on retient les plus anciens, les plus âgés, ces médecins en cumul, qui sont 13 500 aujourd'hui. Mécaniquement, si on ne fait rien, ils vont baisser, parce qu'on arrive dans les promotions de médecins qui vont prendre leur retraite et qui vont laisser la place, qui sont les petites promotions, donc ils seront mécaniquement moins nombreux. Il y a des mesures, on en a parlé avec Yannick Noder, fiscales, portée, sociales, qu'on ne porte pas assez. C'est un enjeu d'accès aux soins pour la population. Merci. Peut-être justement Yannick Noder, puisqu'on a abordé quand même pas mal de points aujourd'hui, enfin là, sur des points qui sont dans le PLFSS, qui ne le sont pas encore, peut-être l'année prochaine, on ne sait pas. Quelles sont un peu vos positions? Alors, on a parlé de l'article 15, l'article 16, on a parlé aussi des infirmiers, de l'article rapport, enfin amendement rapport. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer sur... Oui, c'est toujours très compliqué dans le facteur temps, hein, de parler de toutes ces semaines. Déjà, on peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide. La commission a été assez constructive. Je trouvais que, bon, on savait très bien qu'on n'irait pas au bout du texte, mais ça a permis aussi de libérer beaucoup la parole et de voir qu'on avait beaucoup de sujets en commun. Quand on a dit ça, on n'a peut-être pas dit grand-chose, mais on voit quand même qu'on peut avancer sur un certain nombre de sujets. Je vais plutôt rebondir sur les différentes interpellations, peut-être des uns et des autres. Pour Daniel, moi je suis d'accord avec toi, hein, je ne satisfais pas du tout d'un amendement du NFP pour un rapport sur l'infirmier. Non mais voilà, bon, très bien, un rapport, mais un rapport qui va malheureusement peut-être être jamais fait. Et voilà, moi je crois que vraiment il y a vraiment besoin de cette loi infirmier.
Mais au-delà de la loi, attention qu'on ne fasse pas la deuxième comme la loi Bien vieillir, où en fait, il y a beaucoup d'intentions, mais il y a zéro budget. Et je crois que non mais c'est ça qu'il faut quand même un moment parler. Donc une loi infirmière, pardon, voilà, pourquoi pas, mais à condition qu'il y ait des moyens, une vraie revalorisation. Moi, ce qui m'inquiète, je vois les infirmières de mon territoire, je vous parlerai beaucoup de mon territoire, les petites enquêtes qu'elles ont fait souvent entre elles montrent que 50 à 60% ne souhaitent plus rester dans la profession à 5 ans, et que si on n'a plus tous ces acteurs de terrain, quid du virage ambulatoire. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas restructurer nos hôpitaux, qu'on ne peut pas faire des forfaits d'hôpitaux de jour et des soins techniques, et quid du virage ambulatoire, ça a été dit tout à l'heure, sur le nombre de patients qui sont maintenus à domicile plutôt que d'aller en institutionnalisation. Et je crois qu'un des grands enseignements du Covid, c'est que les gens ont justement envie de vieillir chez eux, alors de bien vieillir, hein, mais de vieillir chez eux. Donc il y a un vrai problème de revalorisation d'attractivité des personnels libéraux sur les territoires. Ça recoupe avec ce qu'a dit avec Franck sur la formation. On a un gros problème avec la formation, et je crois qu'il faut qu'on ait aucune satisfaction de quels que soient les présidents de la République qui sont passés ces 30 dernières années. C'est qu'en fait, depuis 1970, je vais parler de la formation médicale, on forme quasiment le même nombre de médecins qu'en 1970. Nous sommes 15 millions d'habitants de plus. La population est âgée, plutôt polypathologique, et facteur qui n'a été anticipé par personne, c'est le rapport au travail. Moi, mes internes, et c'est peut-être tant mieux, mais ils ne fonctionnent absolument pas comme je fonctionnais. Repos de garde, repos compensateur, congé paternité, tout ça, c'est une évolution sociétale. Et c'est tant mieux, peut-être que nous, on a fonctionné autrement. Mais maintenant, il y a une meilleure répartition entre vie personnelle, vie sociale, vie voilà, c'est très bien. Mais n'empêche que ça n'a pas été anticipé, parce que pour un médecin qui part, il en faut 2,3 en former. Et pour l'instant, on ne forme même pas le nombre de médecins qui part en retraite. Donc, on n'est pas loin, on est encore loin de résorber les déserts médicaux. Et deuxièmement, il faut quand même qu'on regarde aussi d'une façon générale la formation. Moi, j'ai été très choqué. Moi, c'est mon premier PLFSS en tant que rapporteur général. Et moi, j'ai été très choqué de voir que pendant les auditions, par exemple, on a un dentiste sur 2 inscrit au Conseil de l'Ordre qui a été formé en dehors de la France. 1 sur 2. On a complètement perdu voilà, la main sur notre outil de formation. Et je pense que on a urgence à former plus, mieux, davantage, mais il faut vraiment qu'on puisse libérer tout ça. Moi, j'ai un espoir. On a un rapport qui va sortir au Sénat qui va évaluer justement les lois OTS notamment pour voir leur impact. Moi, j'espère pouvoir inscrire la loi que j'avais portée en décembre 2023 pour supprimer définitivement le numerus apertus et former en fonction des besoins du territoire, pour continuer de former par les territoires, qu'on arrête de provoquer la fuite de nos étudiants en santé à l'étranger. C'est inadmissible de voir tous ces jeunes qui partent en Roumanie, en Belgique, au Portugal, qui ont des formations en français. C'est inadmissible. Quand on regarde Parcoursup, les professions de santé restent extrêmement choisies. Voilà, et pour le coup, on les dégoûte sur tout un tas de choses. Et je pense qu'il faut qu'on arrête cette formation et cet obstacle beaucoup trop restrictif. Quand ensuite, nous-mêmes, on va chez le dentiste, qu'on est sur le fauteuil, qu'on a la bouche ouverte, on ne demande pas s'il a obtenu son diplôme en Roumanie ou en France. Hein. Donc il faut à un moment arrêter un petit peu quand même. Voilà, donc je crois qu'on a vraiment une politique à reprendre la main sur notre système de formation, et sur le territoire, peut-être plus un clin d'œil à Thomas Fatome. Je pense que si les territoires s'arrivent à bien s'organiser, qui passe par la confiance avec les professionnels de territoire, et que si on arrive à avoir des soignants médicaux, paramédicaux, avec des structures de biologie et des structures de radiologie qui travaillent bien, on répond à 80% des problèmes médicaux, et ça évite d'avoir le recours systématique aux urgences. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on limite ce recours systématique aux urgences, qui sera le point qui va permettre aux hôpitaux de commencer à se restructurer, se réorganiser. Parce que, sans rentrer dans des détails trop techniques, moi je peux faire très technique, hein, le rapporteur général il sait faire, mais c'est pas envie de parler comme ça. C'est-à-dire que l'Ondam, on voit très bien que cet Ondam, il est beaucoup trop difficile, beaucoup trop contraint,
même si ça représente beaucoup d'argent, que ce soit pour la ville ou l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune réforme structurelle qui s'accompagne. Donc, mettre quelque chose qui est juste au niveau de l'inflation, sans aucune réforme structurelle, eh ben, en fait, on ne permet pas aux professionnels de se réorganiser. Donc, on met de l'attention à l'attention, et je pense que les PLFSS vont devenir de plus en plus difficiles. Donc, je pense qu'il faut arrêter ce système, qu'effectivement, on donne les moyens, c'est ce que vous disiez, finalement, quelles sont nos volontés politiques au sens noble pour la prise en charge de la santé, avec quel budget, et puis après, voyons en fonction de tout ça. Je me fais rappeler à l'ordre sur le timing. Alors, encore quelques minutes? Non. Ah. Ah, oui, alors là, du coup, Merci beaucoup en tout cas de votre participation, et je vais me tourner vers votre voisin, du coup Thomas Fatto, mais juste parce que je voudrais quand même revenir sur ces articles 15 et 16 qui ont aussi été cités par la ministre, et peut-être avoir justement par rapport à ce qu'a dit la ministre tout à l'heure, d'ouverture un petit peu sur la dette du port. Enfin, est-ce que vous pouvez revenir sur ces articles-là? Bien sûr. Par définition, la discussion, elle est engagée au au Parlement. Donc, c'est évidemment le dialogue entre le gouvernement et les parlementaires, et là, le Sénat, qui va être, en tout cas dans les 15 jours, donner des premières indications, et puis ça reviendra à l'Assemblée. Voilà. Non, peut-être sur l'article 15, ces fameux protocoles. Ce serait dommage que ce soit, entre guillemets, l'arbre qui cache la forêt, et que ce soit, on mette ça en avant, alors même que depuis 18 mois, nous avons signé énormément d'accords conventionnels avec, je ne vais pas tous les citer, sinon je vais me faire gronder si j'en oublie un, mais avec, je pense, la totalité des professions de santé, et sur des choses voilà, très importantes en matière de prévention. On a lancé Génération Sans Carie la semaine dernière, en matière d'organisation territoriale des soins, des mesures pas faciles à porter par les professions qui sont là, des mesures avec les infirmiers sur le domicile et sur le BSI, bien sûr une convention médicale, une convention avec les pharmaciens. Donc ce serait dommage qu'on se dise, bah, finalement, cet article 15, il vient là parce que la vie conventionnelle ne fonctionne pas. Vous avez rappelé, Monsieur le Président, l'attachement des libéraux de santé. Il est évidemment partagé par l'assurance maladie, et en plus, ça marche. Et même quand ça a été parfois très difficile, même s'il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, avec nos amis médecins, on a réussi. Donc le dialogue conventionnel fonctionne, et il porte des transformations. Après, voilà, moi je retiens ce qu'a dit la ministre. Elle a dit, bah, mettons-nous autour de la table, et c'est la meilleure façon de ne pas avoir à appliquer d'autres types de dispositifs qui sont honnêtement, moi j'en ai pas besoin, qui sont uniquement là pour mettre un peu d'aiguillon, mettre un peu dissuader d'éventuels comportements qui viseraient à dire non, on veut parler de rien parce que ça ne va pas. Ça peut arriver parfois quand même, hein, ça peut arriver. Donc voilà, et donc voilà, on a signé un protocole avec les biologistes en 2023, il faut qu'il continue à s'appliquer. On a commencé à discuter avec les radiologues, on va discuter avec l'ensemble des médecins de ces sujets d'imagerie, et moi je suis confiant, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc en tout cas, voilà ce qu'on a su faire depuis 18 mois avec toutes les professions de santé, pourquoi on n'arrivera pas à le faire en l'espèce. Sur l'article 16, je pense qu'il est utile aussi de bien rester sur ce qui est proposé par le gouvernement dans cet article, qui est en lien avec ce qui a été voté l'année dernière, parce qu'il y a une espèce d'émotion à retard sur ce qui a été voté l'année dernière, dans le PLFSS de l'année dernière, sur à peu près le même dispositif, sur les médicaments. Il vise simplement à faire quoi? De manière extrêmement ciblée, sur des classes de médicaments sur lesquels il y a des mésusages, ou sur lesquels il y a des risques de mésusage, de façon extrêmement limitée, que le médecin puisse, en 3 clics sur Amélipro, tout simplement, par exemple, au hasard, sur une classe des médicaments antidiabétiques, puisse dire, est-ce que le patient a plus de 18 ans? Est-ce qu'il est diabétique de type 2? Est-ce qu'il a un autre traitement en lien? Point barre. Point barre. Ça prend 1 minute. Ça prend 1 minute. Et honnêtement, si c'est dans la convention médicale, c'est dans la convention médicale. C'est pas un hasard si ça y est, parce que c'est aussi le deal entre des revalorisations importantes et voilà, déployer des outils extrêmement simples. Honnêtement, un jour, ce sera bien qu'on fasse avec les libéraux de santé, c'est une proposition que je leur fais, un voyage d'études dans d'autres pays, un voyage d'études pour aller regarder comment ça se passe sur la maîtrise de la prescription dans d'autres pays. Et on ira en Belgique. On commencera par la Belgique. Ah si, c'est bien la Belgique. Bah, ouais, c'est bien la Belgique. Ah, c'est bien. En Belgique, il y a à peu près
En Belgique, il y a à peu près la moitié, des prescriptions qui sont sous accord préalable. Sous accord préalable. Parce que là, l'article 15, il fait même pas un accord préalable. Hein. C'est juste 3 clics. Il passe même pas au service médical de l'assurance maladie, il n'y a même pas besoin de dire oui ou non. C'est tout simple. Et je le dis aux médecins, mais aux autres, il faut qu'on soit capable de porter des choses qui permettent de vérifier qu'on est dans le champ des indications remboursables. Au hasard, si on ne le fait pas, il y a du mésusage, c'est pas bon pour la santé publique. Il y a du mésusage, c'est pas bon pour les pénuries. Et les pharmaciens savent à quel point c'est un sujet important. Et donc voilà, je ne doute pas, je crois que le Sénat, dans sa grande sagesse, pourrait même proposer des amendements pour bien confirmer le caractère extrêmement cadré du dispositif. Il n'est pas question de prendre du temps médical. L'assurance maladie, je le rappelle, je ne vais pas créer des problèmes entre les médecins et les autres professions de santé, finance la moitié du salaire, en gros, d'un assistant médical qui fait gagner beaucoup de temps administratif aux médecins. Et donc, voilà, on est bien conscient du fait que c'est indispensable de le faire. Dans quelques semaines, on sortira une étude qui montre à quel point ça marche et à quel point ce temps médical gagné permet de prendre plus de patients, d'augmenter les files actives massivement et d'augmenter les patientèles médecins traitants massivement. Donc voilà, donc j'espère sans doute qu'on a fait preuve de manque de pédagogie sur ce dispositif. Le décret est sorti, l'article de loi, voilà, il y a un peu de confusion aussi. Donc à nous, avec les professions de santé concernées, les pharmaciens aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont concernés, d'expliquer le dispositif. Voilà, honnêtement, à ce stade, hein, les médicaments dont on parle, vous savez combien c'est de prescriptions par an chez les généralistes? 3. 150 000 initiations de traitement, 50 000 généralistes, 3 par an. Donc je pense qu'il faut raison garder sur le fait qu'on va mettre en cause la liberté de prescription et qu'on va terrasser les médecins d'une bureaucratie insupportable et stupide. Ça n'est pas le cas. On a sans doute mal expliqué le truc. Moi, je souhaite qu'avec les différentes parties prenantes, avec les patients aussi d'ailleurs, qu'on explique tout ça. Et je pense qu'honnêtement, c'est très important de se dire ça aussi. Hein. Si on n'arrive pas, dans les années qui viennent, à trouver la façon de se mobiliser collectivement autour de la juste prescription, honnêtement, on aura des très grandes difficultés, très grandes difficultés. Merci. Alors, Daniel Guilherme et puis Franck de Villers voulaient réagir. Je vais peut-être juste vous remercier. Du coup, Lamia et Lara, je vous devais partir. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je vous laisse réagir, oui, Daniel. Très rapidement sur l'article 16, où on parle de pertinence, en tout cas, des prescriptions. Moi, je voudrais vous donner un exemple. On a fait une étude de coût avec la Fédération des prestataires de santé à domicile. Et sur 5 parcours en études de coût en immunothérapie et en antibiothérapie. Ce sont des molécules qui sont prescrites uniquement en réserve hospitalière aujourd'hui. Si on faisait passer en fait la moitié de ces prescriptions en ville, on gagnerait à peu près 150 millions d'euros tous les 5 ans. Donc on nous dit en fait de faire des propositions, on nous demande en fait de veiller à ce que les dépenses répondent à des vrais besoins, etc. Là, on a des exemples concrets comme ça, et ce n'est qu'un exemple. Donc je pense que dans le cadre du PLFSS, plutôt que de mettre des mesures qui peuvent faire un peu le décor, on pourrait en fait inscrire des mesures de ce type-là, et on aurait en fait des explorations en tout cas de gisements d'économie qui permettraient de réinjecter les subsides ailleurs, et notamment en termes de prévention. Parce que la prévention, effectivement, ça a un coût, et on mettrait en place en fait un cercle vertueux qui ferait diminuer d'une part la dette de l'assurance maladie et au final en fait la dette de l'intégralité de la communauté citoyenne en France. Merci. Alors, Franck de Villers, vous vouliez réagir. Oui, très court, promis. Non, mais j'ai bien entendu la ministre, Thomas Fantôme. Donc, sur l'article 15, il reste aux radiologues et à vous-même de prendre langue pour trouver un accord et que ce soit dans le cadre conventionnel. J'ai bien compris que c'était contraint par un article du PLFSS. Et quant à l'article 16, mais j'ai une proposition très concrète à faire. On parle des analogues de GLP-1, c'est loin de mon truc, c'est ça, de l'Ozempic en appelant un chat. L'Ozempic, c'est un médicament antidiabétique, n'est-ce pas Gérard? Pas en première intention, n'est-ce pas Gérard? Qui a l'autorisation de mise sur le marché et de remboursement en France, juste pour le diabète. On pourrait tergiverser et discuter à foison sur et pourquoi d'autres pays ont fait des choix différents. À la limite, c'est un autre sujet. C'est pas le débat de jeu. Moi, je trouve que c'est pas le débat. Ce médicament, en France, il est remboursé pour le diabète. Le diabète fait partie des affections de longue durée exonérantes dans des ALD 30. C'est facile.
C'est facile. Vous n'avez pas besoin d'aller créer un formulaire simple ou pas simple. Et parfois, il ne va pas être simple. Vous savez, je peux en prescrire beaucoup de Ozempic, hein, je suis gastroentérologue moi, donc, mais si je prends juste l'exemple de mon cabinet médical, nous sommes 8, je pense être le seul des 8 à avoir un lecteur de CPS et de carte vitale sur mon bureau, parce que tout est fait, et c'est beaucoup le cas dans les cabinets de groupe, par la secrétaire qui a une CPE et qui fait la facturation. Donc ça ne va pas être toujours simple, je ne pense pas que ce soit toujours simple, mais là c'est simple. Si je reçois une prescription, que je suis le patient d'Ozempic et que quand j'arrive chez mon pharmacien, Philippe Besset, parce que je vais loin, parce qu'il y a la meilleure pharmacie de France, comme chacun sait, et puis de temps en temps j'en ai marre du champagne, puis la blanquette quand même, mais bon, ça donne des aigreurs, mais c'est pas grave, donc je prends en plus des IPP, parce que voilà, j'étais sûr que ça vous plairait. Mais non, mais sérieusement, quand je lui donne ma carte vitale, il sait très bien si je suis ALD ou pas ALD. Donc c'est tout bête. Et puis en plus, j'ai pas l'Ozempic tout seul, j'ai l'Ozempic plus le machin antidiabétique, et donc il sait. Puis sinon, il va me dire, vous savez, c'est juste pas remboursé. En tout cas, je pense qu'il faut. Moi, je n'ai pas mis en cause l'assurance maladie ni les parlementaires et le gouvernement sur une atteinte à la liberté de prescription. C'est pas le cas. Je dis simplement attention. Alors qu'on a écrit aussi la Convention avec une volonté d'aller vers un choc de simplification. Attention, ne pas remettre en place une usine à gaz qui va prendre un petit peu de temps, rendre les choses plus complexes, faire agir le service du contrôle médical que vous êtes en train de refonder. Voilà, je pense qu'on peut faire parfois plus simple. Mais rentrer dans une action et avec force et conviction où il faut plus de qualité, plus de pertinence et plus d'incitation à la pertinence, bah vous savez que vous pouvez compter sur moi parce que je pousse pour cela depuis de très très nombreuses années. Merci. Bah, écoutez, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie de votre participation et des échanges de cette table ronde. Et puis, on laisse la parole maintenant.